Et donc ce soir, on a le plaisir de recevoir Angélique Christakis. Je vais retrouver mon accent aussi. Et c'est un grand plaisir. D'ailleurs, Angélique, je voulais te dire que tu as produit un mouvement d'enthousiasme parce qu'on s'est mis à plusieurs, hein, des amis qui sont là, à lire ton livre, en parler, à se retrouver. Et tu sais que Jean-Jacques a déjà fait il y a quelques semaines un passeur de livres qui est déjà sur le site. Et je crois qu'il s'est vraiment enthousiasmé beaucoup pour ton livre et il nous a poussé à le lire avec grand plaisir. Je vais juste introduire un peu le débat et ensuite je vais assez rapidement passer la parole à Jean-Jacques qui lui va rentrer dans le corps du texte, j'ai envie de dire. En ce qui me concerne, j'ai trouvé vraiment ce livre tout à fait remarquable. Remarquable par l'écriture d'Angélique, qui est une écriture où vraiment elle, comment dire, qui colle en fait au propos de son livre, parce que ce livre quand même porte sur quelque chose qui, j'ai envie de dire, ça me fait penser au titre du livre de Claude Raban, Inventer le réel. Et il y a une démarche de ce type que ce livre produit. Il le produit, je pense, beaucoup aussi par l'écriture d'Angélique, qui colle au propos, parce que dans ce livre, il est question de la musique de la langue, de la poétique du dire, de quelque chose au fond qui touche à l'infantile et à cette part, disons, pour moi, l'infantile, c'est ce qui n'a pas encore trouvé de mots pour le dire. Et donc tu es dans une zone extrêmement complexe, dans un bord, dans un littoral qu'il faut effectivement inventer par l'écriture, par la poésie et par la musique. Alors bien évidemment, on entend, tu n'en as jamais parlé, mais on entend ton rapport à la musique. Dans ce livre, il y a un vocabulaire musical qui est tout le temps présent et qui est sans doute nécessaire pour que tu puisses inventer cette zone où il n'y a pas encore de mots, puisque c'est de l'infantile, des premières traces dont il s'agit. Et pour travailler ça, et de la langue bien sûr, il y a une phrase qui résonne tout le long de ton livre, c'est la morsure sur le corps de la langue maternelle. La morsure sur le corps, je sais pas. Mais tu fais tout le long de ton livre, je trouve, tu essayes de faire résonner cette phrase, et avec la morsure qui est l'empreinte, les premières empreintes, ces traces, et tu fais... C'est un parcours extrêmement fin, très intéressant, puisque tu pars de la naissance de la psychanalyse avec Freud et la question de l'hallucination, qui est quand même quelque chose qui est au cœur de la psyché et de la pensée, l'hallucination. Et j'ai pensé tout de suite aussi à Lacan avec le champ de la parole et du langage. Et je me suis dit qu'au fond, en lisant ton livre, on se dit, mais c'est quoi une langue vivante? Et c'est de ça qu'il s'agit. Comment se construit une langue vivante à partir de ces traces et de leur élaboration. Alors, tu travailles autour du nouage du corps et du langage. Et ce nouage, c'est quelque chose de tout à fait difficile et pas si souvent abordé, ou abordé sous des formes parfois assez différentes, du côté du préverbal, de l'archaïque. Mais toi, tu y vas du côté de la question de la langue, bien sûr, que Lacan a travaillé, la langue, le langage, le souffle, enfin, tu prends les choses vraiment à l'origine, du côté du souffle, et puis tu as ce passage, enfin, tu insistes aussi, et je voulais rappeler à ce propos, à propos de la question de l'accent. Il n'y a pas eu tellement de travaux, me semble-t-il, autour de la question de l'accent. Et c'est à Pandora, avec Céline Masson,
que vous aviez, il me semble, fait à une rencontre autour de la question de l'accent. Et Traces de l'exil, je crois, ça s'appelle. Hein. Je ne l'ai pas pris là. C'était un travail très remarquable aussi. Et bien sûr, Angélique parle de la question de l'accent, qui est cette trace originaire aussi, des premières traces, des premiers liens. Je ne sais même pas si on peut dire liens, c'est des traces. Enfin voilà, moi j'étais très très enthousiasmée par ton livre et je trouve que c'est assez rare dans la littérature analytique actuellement d'avoir affaire à un livre de cette qualité et qui reprend des choses tout à fait de façon personnelle et très, très passionnante. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Jean-Jacques. Bonsoir. Alors, Delia m'a donné 10 minutes. Elle a eu tort, elle aurait pu en donner. Et pour votre livre, c'est quand même un peu étroit. Mais enfin, j'ai essayé de les respecter. Puis alors évidemment, elle m'a coupé l'herbe sous le pied. Quoi. Elle a dit des choses que j'allais dire. Bon. Donc on va quand même reprendre depuis le début. Alors je crois que ce qui est important, c'est peut-être déjà de dire que quand nous, on entend hallucination, on associe immédiatement avec la clinique des psychoses. Voilà. Mais c'est important de dire tout de suite que vous partez de l'hallucination infantile. Et l'hallucination infantile, ça n'a pas forcément à voir grand-chose avec des pathologies bien déterminées ou avec des questions de structure. Et d'ailleurs, vous nous expliquez ça très bien dans un chapitre qui est spécialement consacré à la problématique de l'hallucination infantile à travers, je dirais, toute l'histoire psychiatrique. Et donc ça, je dirais, cette somme-là, ou tout au moins ce résumé-là, est particulièrement bon, clair, précis et, je dirais, outre les aspects poétiques du discours, il y a aussi des aspects de présentation, je dirais, de la théorie, de l'histoire clinique, qui nous rappellent un petit peu ce qu'on doit savoir. Donc ça, merci pour ça aussi. Voilà. Et puis, vous partez en nous offrant 2 magnifiques vignettes cliniques. Alors évidemment, je vais en dire quelques mots. Mais j'espère que vous nous en reparlerez. Parce que moi, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, et je l'ai écrit dans ce passeur de livres, ces vignettes m'ont vraiment beaucoup enthousiasmé et je les trouve exceptionnelles. Alors, une fois que j'ai dit ça, maintenant je vais rentrer peut-être dans le fond de votre livre. Et en fait, vous élargissez le champ bien au-delà de la question des psychoses infantiles. Comme l'a dit Delia, vous nous montrez comment l'hallucination est au cœur du rapport entre le corps et le langage. Et pour tout être humain, ça je crois que c'est ça qu'il faut soutenir, c'est le rapport du corps et du langage de l'être humain. Et en ce sens, touche à la question du réel. Alors il me semble que ça, vous le faites en parcourant 3 registres complémentaires. Le premier registre, c'est la question de la transmission de la langue maternelle dans les tout premiers mois de la vie, avec ce qui, si nous, d'irréductible ou de raté. Le deuxième registre, c'est la question du cheminement de la vérité dans la cure analytique. La place de l'hallucination dans ce que vous appelez la partition analysante et dans le transfert. Et puis le troisième registre, c'est la question de la haine et du lien social. Et comment l'intimité de la langue, avec ce qu'elle porte d'historicité, peut assurer la responsabilité du lien social, la responsabilité politique même, vous avez dit. Donc voilà, moi, les 3 registres que j'ai vus, hein, et à partir desquels peut-être on peut discuter. On peut discuter de plein d'autres choses, je pense, mais là, moi, c'est cela que j'ai eu envie de souligner. Alors tout d'abord, ça a été rappelé, l'hallucination est une opération qui permet à l'être humain d'accéder au langage. Alors je vous cite, « C'est en hallucinant les traces verbales que l'être humain apprend à parler. Et c'est ainsi que le langage s'ancre dans le corps.
Dans sa lettre 52 à Fliss, Freud rappelle en effet que le conscient et la mémoire s'excluent mutuellement et que la formation de souvenirs conscients, comme les opérations de pensée, suppose la réactivation hallucinatoire des représentations verbales conservées dans l'inconscient. Donc c'est ce fil que je crois vous tirez tout au long de l'ouvrage et puis que vous allez faire presque exploser à la fin sur la question du lien social. Pour figurer l'opération d'inscription de la langue dans le corps, vous vous servez du phénomène de l'accent. Ça a été dit tout à l'heure. L'accent avec lequel on parle une langue étrangère, c'est cette marque qui vous fait reconnaître comme étranger par l'autre. Et ce, de façon irréductible. L'accent, c'est l'intraduisible de la langue. Il est l'effet de la première rencontre avec la langue maternelle. Alors vous dites quelque chose qui est très, très expressif. Le résultat d'une opération de découpe, d'extraction de la singularité phonématique propre à la langue, parmi tous les possibles que l'appareil phonatoire humain offre au nouveau-né. La langue maternelle, je vous cite à nouveau, plus qu'une langue, est une opération qui introduit un rythme vital propre, ouvrant vers la possibilité d'un nouage de la langue au corps, moyennant une extraction de jouissance directement prélevée sur la chair. Première opération de castration. Elle viendrait en lien avec la façon dont les soins maternels assurent l'échec de la satisfaction hallucinatoire du désir. Je pense ici à l'enfant qui hallucine le sein maternel et le crée comme objet en s'en séparant. L'accent est ainsi le reste intime de l'empreinte invisible de la langue sur le corps, le souffle étrange, une empreinte quasi anatomique du refoulement originaire. Dans Construction dans l'analyse, Freud insiste sur le caractère de l'hallucination comme le retour d'un événement oublié des premières années. Transformé et déplacé. Merci. Transformé et déplacé comme dans le travail du rêve, porteur de cette part de vérité que le refoulement nous masque. Alors vous dites, dans la cure, la frange hallucinatoire du transfert est au service du délestage du souvenir de l'amnésie infantile, qui constitue l'une des forces les plus vives de la mémoire. C'est dans sa prise avec le réel de l'hallucination que le souvenir devient mémoire, voué à l'oubli, délestage inhérent au travail de perlaboration. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'un travail de l'hallucination, comme Freud parle d'un travail du rêve? Un travail qui aurait pour objet peut-être, vous dites, il s'agit d'écumer un trop-plein de jouissance. Vous parlez de déjouissance, si tout se passe bien. À l'inverse, l'échec de la satisfaction hallucinatoire du désir signe quoi? La folie. Après ces introductions un peu générales, j'aimerais que vous nous parliez du cas de Kilian. Kilian est un enfant d'origine cambodgienne. Diagnostiqué autiste, il porte le silence traumatique imposé par le génocide Khmer. Alors cette vignette, je l'ai dit tout à l'heure, m'a beaucoup ému par la qualité clinique que vous nous montrez. Et c'est bien l'un des attraits de votre livre, que de nous montrer avec pudeur certains morceaux de votre clinique. La façon dont vous avez soutenu Kilian, avec ce malentendu révélé par l'écart entre vos deux langues maternelles, le cambodgien, le grec, levé par l'intermédiaire de l'écriture en langue tierce, avec en prime votre accueil de sa violence. Cela n'est pas sans me rappeler le travail d'une Ginette Michaud, par exemple, avec son idée de l'espace métonymique, entre l'espace intrapsychique et l'espace de communication. Ça rappelle aussi l'espace transitionnel de Winnicott. D'ailleurs, je crois que vous le citez à ce moment-là.
n'est-ce pas ce qui s'est mis en place entre vous et Kilian? Lorsque lui reconnaît l'existence de ce malentendu en le voyant dans l'écrit. Et quand, sous le coup de ce malentendu, il libère quelque chose de la violence inhérente à la langue actualisée qu'il a reçue. Cette langue dont vous dites qu'il a fait silence, ou la langue silenciée. Vous parlez de silenciation. Un processus étonnant. Qu'en est-il dans ce cas de la déjouissance? Quelle jouissance a-t-il fallu faire tomber pour, comme vous dites, nouer la langue au corps, cette langue qui n'y était pas nouée? Il y a une deuxième vignette clinique importante, c'est celle de Juliette. Alors Juliette est sujette à des hallucinations multisensorielles. Et votre analyse révèle le poids d'une injonction surmoïque transmise entre 3 générations. L'injonction à commettre des vols fait la fillette porteuse de traces figées relatives au trauma maternel, trauma sans mémoire. La mère avait elle-même été forcée par sa propre mère à voler. Vous reconnaissez dans la cure que ces traces sont cependant susceptibles d'être élaborées. Cette reconnaissance mérite d'être explicitée. C'est le propre travail de remémoration de la mère qui permet la levée du symptôme de la fille. Y a-t-il eu guérison? Comment est-ce que cela a été possible? Cela me paraît renvoyer à la question de l'entendu dans la formation du surmoi, sur laquelle Lacan insiste dans la conférence de Genève sur le symptôme que vous citez par ailleurs. Qu'est-ce donc qui a été passé à Juliette et qui n'a pas été représenté? Voilà une autre question que je voudrais vous poser. Entendre, c'est aussi une question posée à l'analyste. L'analysant et l'analyste parlent 2 langues différentes. Vous reprenez la métaphore de la caisse de résonance et vous développez de plusieurs façons l'analogie musicale. C'est l'annonce de la dissonance dans l'ouverture de Tristan et Isolde, c'est le quasi-parlando d'une bagatelle de Beethoven, c'est le thème de la partition analysante, c'est le contrepoint d'Yvan Fauteuil. Enfin, il y en a plein comme ça et c'est très expressif. L'objet de la musique, c'est le don de silence. C'est de passer le rien, inhérent à l'actualité du transfert. Il y a une 3e vignette, à peine visible, juste évoquée. Celle où votre patient a entendu en rêve, dans sa langue, une musique d'une beauté et d'une complexité inédites. Musique qui le surprend et dont il s'enthousiasme d'en être le créateur. Non-sens, car la musique ne dit pas de sens. Elle n'a pas de mots. S'agit-il cependant du signifiant originaire? Son surgissement, vous le considérez ici comme l'équivalent de la conviction de l'existence de l'inconscient dont parle Freud, ou son pressentiment, ce que dit Lacan, pour situer la fin de l'analyse. Alors qu'elle n'a pas de mots, la musique rêvée est source d'un dire à l'ombilic du rêve, et vous parlez d'un dire ombilical. Vous terminez la première partie de l'ouvrage par une analyse très dense du mode hallucinatoire, comme fonctionnement psychique du rapport à la réalité langagière et de son rôle dans la dynamique du transfert. Je vous cite à nouveau. Celle-ci comporte une pente hallucinatoire qui contient la force d'arracher la compulsion à la répétition. Il s'agit de la possibilité de faire lien en surmontant l'effroi, non seulement dans l'histoire individuelle du sujet, la charge meurtrière du roman familial, mais dans l'histoire collective et ce qu'elle porte de meurtre originel. Et vous ouvrez ainsi à une 2e partie, dans laquelle il me semble que vous nous livrez votre propre construction mythique, celle qui vous attache à votre langue maternelle que vous avez reçue. Je dirais à qui veut comprendre l'avènement de la citoyenneté pourrait se référer à votre anamnèse des Atrides.
conclusion devant le tribunal de l'Aréopage où se juge le crime matricide d'Oreste. Avec le changement de nom des Érénies en Euménides, le mythe cède la place à la parole comme dispositif contre l'effroi. Alors, la trame poétique de la parole contient une fonction commémorative qui est inscrite dans la chair, comme on l'a vu dans tout le début, assure à la pensée vivante sa fonction d'éloignement des signifiants mortifiés, ceux qui véhiculent la destructivité dans le social. En lisant ça, je me suis demandé si vous nous annonciez un prochain livre sur le malaise dans la civilisation. Sur le malaise. Voilà. Voilà, j'ai essayé de tenir dans les 10 minutes qu'on m'a données. Mais je voulais aussi vous remercier pour le plaisir que j'ai eu à lire ce livre, à le travailler un peu, à écrire Le Passeur, et puis à vous interroger aujourd'hui avec ces quelques notations. Voilà. C'est un livre exigeant pour vous, je pense, si vous aviez travaillé longtemps dessus, parce que votre thèse qu'il a inaugurée date il y a quoi, une quinzaine d'années peut-être. Et donc vous avez fait plusieurs incursions dans l'écriture de certains passages depuis. Mais cette écriture, comme l'a dit Délia, je la trouve extrêmement poétique. J'ai utilisé une métaphore dans le papier que j'avais fait, c'est celle de la tapisserie. Je trouve que vous avez là fabriqué une tapisserie avec des tas de points, avec... alors quand on s'approche, on voit beaucoup le détail, puis il faut se reculer pour voir l'ensemble, hein, mais voilà, c'est cette histoire de la tapisserie qui m'a vraiment marqué le plus dans la façon dont je vous ai lu. Je vous remercie. Remercier Délia de son invitation et vous remercier d'avoir lu et commenté mon travail. C'était d'ailleurs un premier commentaire. C'était le premier commentaire que j'ai eu de ce livre. Alors, là, vous posez énormément de questions. Je ne sais pas comment je peux reprendre. Je vais commencer peut-être un peu par la fin pour situer comment ce livre est venu. Effectivement, j'ai commencé par écrire un travail sur l'hallucination pour ma thèse, mais c'était tout à fait autre chose parce que c'était ma rencontre avec la psychose. J'étais très agréablement surprise et très émue de vous entendre parler de Ginette Michaud, qui était d'ailleurs une de mes enseignantes à l'université qui m'a poussée pour travailler ces questions. Donc il y a des traces de la langue maternelle d'un travail d'il y a longtemps. Donc ma rencontre clinique avec l'hallucination était d'abord celle avec la psychopathologie des psychoses, l'hallucination psychotique telle qu'on peut la rencontrer dans l'hôpital psychiatrique. Donc il y a 15 ans de cela. C'était un travail vraiment sur l'automatisme mental, sur ce qu'on peut, sur une clinique différente de celle que j'ai essayé de transmettre, de faire vivre, de faire parler à travers ce livre. Alors, comment cela s'est passé cette rencontre alors avec la clinique des psychoses, c'était aussi la rencontre avec des patients psychotiques, des patients hallucinés, et par le plus grand des hasards, par des patients musiciens. À un moment où des patients musiciens. Donc à un moment où moi aussi, j'étais encore dans un entre-deux, comment j'allais me positionner entre le champ de la musique et puis le champ de la psychanalyse. Donc voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on va sortir du sillage du livre, donc je déplace un peu la question pour arriver à ce livre. Et de dire qu'à un moment donné, j'ai changé de lieu clinique. Donc, je n'étais plus avec des patients psychotiques adultes. Je me suis trouvée à travailler avec des enfants. Je ne connaissais pas vraiment la clinique avec les enfants, mais quand on a travaillé avec des patients psychotiques adultes, on a une petite idée. Voilà, on écoute d'une certaine manière. On est, voilà, l'oreille est accordée d'une certaine manière pour dire les choses de cette façon-là. Et donc j'ai entendu l'hallucination des enfants, les hallucinations des enfants, donc l'hallucination dans un contexte tout à fait différent, tout à fait autre.
Et j'ai essayé de me documenter, de trouver des choses, de m'instruire, hein, et je n'ai pas trouvé beaucoup d'écrits. Donc il ne m'est resté que les inventer, et les écrire moi-même, penser. Du coup, je suis partie dans ce chapitre qui est donc documenté. Je suis partie des années 1800, Moreau de Tours, où est-ce qu'on trouve la clinique de l'infantile, l'hallucination, qui est-ce qui a écrit, qu'est-ce qu'on peut dire, comment ne pas confondre l'automatisme mental de la psychose avec cette autre hallucination, qui est un autre temps, un temps qui n'est pas le temps de l'après-coup, ni le temps de la... du ciel ouvert, comme le dirait Freud. Et donc c'est comme ça que ma recherche a commencé, sans le savoir, sans même m'en apercevoir. Comme quand on écoute un patient, il nous dit quelque chose, on s'est dit, mais bon, alors qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Comment entendre cela? Comment penser une clinique différentielle, puisqu'il y a des enfants qui sont psychotiques et qui peuvent présenter un fil de l'ordre de l'automatisme mental, et d'autres enfants qui ne le sont pas, d'autres on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et puis il y a le courant hallucinatoire du transfert, qui est encore tout à fait autre chose. Et puis évidemment, quand on fait un diagnostic, dans le champ de l'analyse, diagnostic au sens analytique du terme, c'est diagnostiquer le transfert. Donc comment entendre, quelle place donner à l'hallucination et à l'hallucinatoire dans le champ du transfert. Donc voilà, c'est parti alors de cette manière-là, une recherche sur la clinique de l'hallucination, et en même temps, comme j'étais attachée à penser cette problématique-là, d'autres champs ont apparu qui étaient traversés et qui pourraient être reliés à cette réflexion-là. C'est pour ça qu'il y a cette tapisserie, comme vous dites, avec... Je suis tout à fait d'accord avec vous, ces 3 points, c'est-à-dire le lien social qui part du fait que les patients, au fond, se trouvent dans un lien transférentiel, mais dans une institution, quand ils ne sont pas en cabinet, et que l'institution, c'est un lien social, avec des complications, parfois indépassables, des fois, voilà, plus... on peut nouer, on peut faire quelque chose. Et en même temps, l'institution, elle est aussi dépendante du lien social, d'un contexte que nous connaissons. Et donc là, les éléments cliniques, sociaux s'interpénètrent, et on est obligé, si on veut écouter les patients, de pouvoir aussi analyser ce qui se passe dans une institution, et ce qui se passe pour les patients et pour les analystes, les thérapeutes, et puis en résonance avec un climat social, politique que vous connaissez, que je ne reprendrai pas ici parce qu'on va déprimer. Donc, je suis partie sur l'idée de l'accent en commençant ce livre. En même temps, je n'ai pas commencé à écrire un livre. Un jour, je me suis aperçue qu'un livre était écrit avec autour de 2 patients, autour de 1 ou 2 points qui étaient écrits il y a quelques années, mais au fond, c'était un livre qui était très rapidement écrit, sans m'en apercevoir. Ça m'a surpris moi-même de le voir fait. Donc, la question de l'accent, oui. C'est un départ, je dirais que ce n'est pas le départ du livre, parce que ce n'est pas le premier texte écrit. Je dirais que le premier texte écrit, c'est une réflexion sur la barbarie. Donc je réfléchissais sur l'hallucination, et je me suis trouvée moi-même traversée par ma langue maternelle, alors que c'est la langue française que je parle avec mes patients dans l'institution. Du coup, au moment où l'hallucination et la réflexion sur l'hallucination m'ont amené sur le champ de la langue, il y a quelque chose de traces de ma langue maternelle qui ont commencé à être là. Au début, j'ai essayé de les chasser un peu. Je me suis dit, bon, on va mettre tout ça de côté. Et puis, plus j'essayais de le mettre de côté, plus il revenait de force. Donc, je me suis dit, bon, on va y aller avec ce qui vient, avec ce qui est là.
Donc justement, la question de la barbarie, qui aujourd'hui, le barbare c'est l'autre, c'est l'envahisseur, c'est tout ça, mais avant que ça ne soit à cette place-là, la première apparition, c'est dans l'Iliade, c'est le souffle de la voix, le souffle qui porte l'étrangeté. C'était les étrangers qui parlaient le grec avec un accent, comme aujourd'hui ici je parle un peu le barbare. Donc c'était ce retournement de la question à la fois cette rencontre et cette langue à l'intérieur de la langue qui me semble une belle métaphore pour parler de la langue maternelle de la trace et dont on ne maîtrise rien. On ne peut pas rééduquer aussi, on peut un minimum, mais on ne rééduque pas, ça ne se rééduque pas, c'est une barbarie, elle est là. Il suffit qu'on peut rééduquer, je pense que pour ceux qui ont besoin d'être rééduqués dans leur profession, c'est tout à fait possible, il suffit d'être un peu fatigué et hop, la langue fourche de la barbarie maternelle. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pris ça comme un modèle qui me permettait de dire ce qui était très difficile à dire, à la fois de manière clinique, à la fois de manière métapsychologique, à la fois de manière personnelle, avec ce qui me travaillait moi du côté de la langue, ce qui émergeait, qui me surprenait en même temps, et bien évidemment la question de la musique qui est revenue au galop avec la question de la langue maternelle et plein d'autres saveurs et couleurs je pense, ce qui façonne une langue comme tapisserie, comme nuage, comme point. Donc voilà, donc ces questions qui traversent à la fois la clinique, comment on peut écouter les patients, mais aussi comment on peut appréhender les transferts et notre propre position transférentielle en écoutant les patients, et notamment les enfants qui présentaient des hallucinations. Donc Kylian. Alors Kylian, où est l'hallucination chez Kylian? L'hallucination, c'est pas chez Kylian l'hallucination. L'hallucination, c'est l'hallucination des dispositifs transférentiels, puisque je raconte une séance avec ces traits courts après coup. C'était une très longue cure d'un enfant au sein d'une institution qui allait très mal, d'où d'ailleurs toute la réflexion sur le lien social, puisque j'ai entendu, j'ai remarqué comment une institution qui va mal n'accueille pas les traces d'une grande violence d'un enfant, d'une famille qui a vécu des choses d'une violence inouïe et donc inédite, au sens d'un impossible à dire, et que l'enfant ou la famille peut nous faire entendre. Et puis quand on est dans une institution, il faut que ça se transmette d'une certaine manière, sinon ça s'enquiste et ça devient un point de jouissance très difficile à être porté dans l'institution elle-même. Donc cet enfant, il est venu quand il avait 3 ans et la séance, je parle vraiment de tout petit fragment clinique parce que il aurait fallu des centaines de pages pour rendre compte de la complexité, de la richesse de ce travail. Donc cette séquence clinique, c'est un fragment clinique qui se passe en silence. Il n'y a pas un mot prononcé. Donc c'est comme ces séances qui arrivent parfois difficiles. On n'a pas d'idée, on ne sait pas comment mobiliser l'enfant. Et en même temps, on ne peut pas laisser les choses dans l'état en attendant que ça se débloque tout seul. Parfois ça peut, mais bon, si on peut essayer, c'est encore mieux. Donc rien ne venait, l'enfant était assez immobile, je le sentais assez lointain, j'essayais de le ramener à la parole, à moi, et rien n'était possible. Donc c'était un enfant qui aimait beaucoup écrire. Et donc je savais que si je mettais l'écriture entre nous, je pourrais le réveiller, je pourrais le réanimer presque. Enfin, je savais, je supposais que ça pourrait se faire. Donc j'ai pris de la pâte à modeler, j'ai commencé à écrire son nom, et puis mon nom, et hop, il était de nouveau présent, vivant, là.
Et il voulait que je continue, à écrire. Et donc je raconte un peu la séquence pour ceux qui n'ont pas ça en tête, n'ont pas encore lu ce passage. Et puis je lui dis, j'ai attrapé l'occasion, je lui dis écoute, très bien, mais si tu veux qu'on continue, bah tu me dis ce que tu veux que j'écrive, ou tu prends un petit bout de pâte à modeler, enfin, c'est pas que moi, on est deux là. Et il m'a donné un petit bout de pâte à modeler pour que je fasse les lettres, que je les pétrisse, les lettres avec les mains. Et il m'a dit un mot, mais je ne comprenais pas. Son accent khmer, dans mon oreille réglée, accordée en ce moment, tel qu'il était réglé avec cordée, je ne comprenais rien. J'avais à peu près entendu le mot. Et je lui ai demandé de le répéter, en espérant que j'allais mieux entendre, comme quand on fait répéter le patient. C'est pas là où ça se passe. Donc, il a répété, et il m'a semblé avoir entendu quelque chose. J'ai commencé à écrire, et au bout de l'écriture, en lisant, lui, ce que je venais d'écrire avec la pâte à modeler, il s'est rendu compte que j'avais mal entendu. Vous voyez, tout ça en silence. Et effectivement, là, il était très en colère. Donc c'est un enfant très calme, très doux. Il est venu, il m'a lancé, il a hurlé, il a ouvert la porte, il est sorti en courant. Bon, voilà. C'est cette séance-là, avec ces quelques après-coups que je ne vais pas vous raconter. Et donc, j'ai essayé de dire, de transmettre, de souligner en prenant cet exemple comment quelque chose se passe de manière totalement hallucinatoire dans le transfert. C'est-à-dire cet enfant, il a entendu ce que moi je n'ai pas entendu, ce que j'ai essayé d'écrire, donc de la bouche de l'enfant, passant par mes mains qui pétrissaient, formant les lettres, revenant dans son oreille, formant un son qui n'était pas conforme à celui qu'il avait. Voilà, on voit tout ce travail qui est à la fois le travail de la pulsion et en même temps un travail de l'hallucination telle qu'elle peut avoir lieu dans le transfert. Donc, tout ça pour revenir sur la question du lien social, parce que c'est un chapitre, parce qu'il faut d'une manière écrire d'une certaine façon les choses, mais c'est un enfant, il était dans une institution qui allait très mal. Donc, quand lui, il a commencé à aller mieux, il mettait des bouts de pâte à modeler partout. Partout, mais partout. Donc moi, je trouvais les traces, des traces qui commençaient à s'inscrire, à prendre corps de cette façon-là. Je trouvais les bouts de pâte à modeler. Et puis, il était tellement astucieux, parce qu'il mettait des bouts de pâte à modeler là où je n'avais pas aidé. Donc, c'était les collègues qui trouvaient les traces, enfin, les bouts de pâte à modeler, qui ne pouvaient pas les reconnaître comme traces, mais comme qu'est-ce que c'est que ce désordre dans la maison. Et ça a créé un drame institutionnel. Un drame, un vrai drame, qui a fini par expulser cet enfant quasiment des lieux. Donc, des lieux. Donc, ça m'a beaucoup interpellée parce que je voyais la violence de ces traces chez les collègues, dans l'équipe, quelque chose qui ne pouvait pas être repris par la parole institutionnelle et retrouver sa racine, son inscription de traces psychiques. On peut penser, bien évidemment, aux enquistements de jouissance au niveau de la parole qui ne pouvaient pas être transmis en ce moment-là dans une institution par moi, par l'enfant. Et un beau jour, je vous dis ça, je ne vais pas vous raconter toute cette histoire-là parce que je serais intarissable, cet enfant qui était pris en charge par le CMP dans le cadre des ateliers, d'autres types de cliniques, ils arrivent totalement paniqués, nous exposer une situation qui allait les mettre en grande difficulté, qui était la suivante. La mère aurait trouvé des traces sur le bras de l'enfant et ils ont pensé que quelqu'un aurait malmené l'enfant. Ils étaient terrorisés
Donc effectivement, quand une telle clinique se déploie autour de la trace, et on voit comment les traces maintenant s'inscrivent sur le corps de l'enfant, qui n'était très simple, c'était les moniteurs de la piscine qui l'avaient attrapé à un moment, voilà. Donc toute cette question de la trace qui a envahi d'une manière très inquiétante et d'une manière très persécutrice l'institution et les liens entre institutions. Voilà, pour répondre un peu à votre question sur cette clinique et comment la question de la haine, de la violence est traversée, mais vraiment dans le quotidien de la clinique, cette rencontre avec l'enfant et puis avec les autres. C'est ce que j'ai essayé par la suite d'amener avec la deuxième partie qui est plus centrée sur le lien social pour rendre compte de cette violence et de cette haine et de cet enquistement haineux qui sont pas que chez les Atrides, bien sûr, puisque, comme Freud le dit, nous venons tous d'une longue lignée d'assassins. Voilà. Donc, voilà. Merci. Je vais répondre. Alors, la pulsion fait son trajet, le trajet de la pulsion. Il tourne autour de son objet, en l'instituant comme le symbole d'un manque. C'est comme si la pulsion permet que la jouissance, quand elle suit son trajet, soit écumée. Et c'est là où, c'est comme si la pulsion écume cette jouissance que le mode hallucinatoire prend en charge par la suite, en le transformant. C'est assez difficile de le dire en deux mots, mais au niveau de la clinique, par exemple, quand la pulsion ne peut pas faire son trajet, ne peut pas faire son trajet en instituant le manque autour duquel elle tourne. Par exemple, on a des enfants, ce qu'on appelle les enfants hyperactifs. Donc quelque chose qui se crispe, ou d'autres expressions où la fonction de la représentation est atteinte, puisque tant que la pulsion écume, cette charge-là écume cette matérialité de la trace, la transforme. Il y a quelque chose de la représentation et du schéma de la signifiance qui se met en mouvement. Autrement, il y a des enquistements qui peuvent prendre selon le contexte, l'organisation psychique, le transfert, plein de formes. Mais certainement, on peut le dire beaucoup mieux. Mais je pense qu'on écume des traces, la matérialité enquistée d'une jouissance dans toute une vie. On n'arrête pas. Bien sûr, le travail de l'analyse, c'est par excellence le lieu où ce travail peut se faire, mais le mode hallucinatoire et le travail de la pulsion sont de force constante. La pulsion a une force constante et les modes hallucinatoires permettent à ce qu'il y ait une épaisseur psychique qui fait son travail. Puisque des micro-traumatismes, on a tous les jours. Enfin, pas le traumatisme. Après ça, en principe, il y a justement la langue qui vient tisser, en fait, qui vient faire une sorte de trame, en fait. Comme un réservoir, et qui, je pense, quand je dis langue maternelle, bien sûr, ce n'est pas la langue nationale. C'est tous ces saveurs, ces couleurs, ces odeurs, c'est indicible dans lequel on a baigné, qui nous détermine et dont on ne maîtrise rien et qui apparaît à des moments de la vie et qui nous surprend. Et c'est ça la matière que nous travaillons toute
toute une vie. Et effectivement, quand pour une raison ou une autre, vous avez posé la question, donc qui rejoint la vôtre, de qu'est-ce qu'une langue vivante, hein, donc dans les retours du sens, quand le sens se fige, quand il suffit un mot pour dire la vérité, effectivement, il n'y a plus de poéticité dans la langue, il n'y a plus de mouvement, et là on arrive dans des manifestations totalitaires et totalisantes de la langue, avec les effets sur le psychisme, mais aussi sur le lien social. Donc, à ce sujet-là, moi j'étais particulièrement sensible à ce niveau-là, parce que vous savez, quand on apprend le grec ancien, après avoir appris le grec moderne, on a beaucoup de surprises, parce qu'on a les mêmes mots exactement, mais qui ont changé de sens, et donc ça fait des drôles d'histoires. Mais c'est dans un moment de constante inquiétante étrangeté à l'intérieur même de la langue. Et c'est là où un travail de subjectivation, un travail de changement apparaît à l'intérieur même de la langue. Hein. Bon, je vous parle du grec parce que c'est une langue qui m'a travaillé, qui m'habite. Mais je pense que dans chaque langue, les mots font une sorte de danse d'aller-retour. Les mots ne sont pas univoques, d'où d'ailleurs la racine sexuelle des mots, du malentendu, voilà, le vivant de la langue. Mais j'étais particulièrement, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de références dans la langue, dans la mythologie ou dans la philosophie grecque, puisque c'est la langue qui m'y est née. Il y avait des mots, il y avait des images, il y avait plein de choses qui venaient quand j'étais autour de ces questions-là, et donc je les ai laissées venir comme elles venaient, et s'inscrire comme elles s'inscrivaient. J'étais moi-même surprise parce que ça n'était pas quelque chose qui était constant ni dans mes écrits, ni dans mes pensées. Donc c'était là, au moment où la question de la langue m'est apparue comme fondamentale pour penser et la question de l'hallucination. Je trouve très, très intéressante votre remarque par rapport à penser à ce que vous avez dit, penser la pensée. Puisque penser la pensée, si on force le trait, on est dans la folie. Si on force le trait de penser la pensée, on est dans la folie. Et je pense que une des meilleures explicitations de cette chose impensable, Bion, mais avant Bion, Tosque. Alors je ne connais pas beaucoup. C'est un texte remarquable, Tosque. La machine a influencé les schizophrènes. Et effectivement, je trouve que là, dans la folie, il y a un forçage à ce niveau-là, où il s'agit presque de rechercher la racine sexuelle de la trace, mais c'est impensable et intouchable. Dans la folie, il y a quelque chose qu'on approche, enfin on peut supposer, on peut imaginer, qu'on approche. Et Freud nous laisse là quelque chose de très remarquable dans son texte testamentaire sur la construction dans l'analyse, quand il nous dit que la vérité au fond, on la touche que dans le délire. On la touche que dans le délire. Il dit aussi dans le rêve. C'est vous qui dites dans le rêve dont on ne se souvient pas. Oui, oui. Dans le rêve, ouais. Le rêve dont on se souviendrait pas du tout. C'est ça. Ça c'est vraiment... Et voilà, c'est ces éléments-là qui m'ont permis de faire des allers-retours dans la tapisserie, dans le point de la tapisserie. Et je vais dire quelque chose que j'ai oublié. Voilà, c'est effectivement là où on trouve l'origine de la pensée. Mais c'est la trame de la pensée. De l'affect. De l'affect aussi. Voilà. Noué. C'est ça, c'est l'origine de l'affect, puisque l'affect n'est pas...
ne va pas de soi, c'est pas là, donc c'est l'effacement de la trace qui donnera issue et possibilité à l'affect d'être vécu et senti, et donc et éprouvé. Donc tout le travail analytique est en même temps là-dedans. Et si on veut penser les choses à l'envers, retournant le gant du côté de la folie, les anciens psychiatres, moi ça m'a passionné d'aller lire les psychiatres, la psychiatrie classique, aussi bien allemande que française, donc dans le syndrome de Cotard, où on a l'analgésie, effectivement, dans la psychose, où il y a quelque chose de l'affect, de la douleur, de ce qui peut affecter, toucher le corps, qui est hors champ. Hors champ. Votre question, parce que ça me permet de préciser la toute première question par rapport à la pulsion. Je pense que justement là, avec ce qui est avant le signifiant, c'est l'étincelle de la pulsion. Voilà. Ça donne l'étincelle pour que la pulsion prenne le corps. Parce que au début, le corps, c'est pas encore libidinal. Hein. Comment c'est un soma, c'est du vivant. Comment du vivant, du soma, on arrive à un corps pris par la pulsion libidinalisée, pris par le corps et par la suite par le signifiant. Donc, effectivement, il y a ce premier temps, mais je crois qu'il faudrait peut-être penser ce premier temps comme un temps nécessaire pour penser l'après-coup. C'est-à-dire, c'est l'après-coup qui nous impose de penser cette origine de cette façon-là. Puisqu'effectivement, personne ne sait qu'est-ce qu'il en est du sein halluciné. Mais c'est comme, je pense, en mathématiques, il faut deux points axiomatiques pour qu'on pose notre pas et qu'on puisse, par la suite, aller au-delà et se donner les moyens pour penser l'impassable de la clinique, de sorte à ce qu'il puisse être transmis. Voilà, si je peux dire les choses, la première partie de votre question. Par rapport à la deuxième partie, je pense que les hallucinations qu'ont les enfants de 4, 5, 6 ans, par exemple Juliette, qui a une dizaine d'années, elle a des hallucinations très spectaculaires, multisensorielles. Et elle a un discours qui, sa parole, m'a rappelé la parole et le discours des patients psychotiques adultes. Sauf que ce n'est pas du tout du même ordre. Donc je me suis posé la question au début, demandant qu'est-ce que c'est. Et puis, je me suis appuyée sur la teneur transférentielle. Donc le compagnon imaginaire du transfert, je pourrais dire, n'était pas inquiétant du tout. C'était beaucoup plus du côté d'une interrogation de quelque chose d'énigmatique qui visait le maternel. Donc vous m'avez interrogé sur la réussite de la cure. Non, c'est une cure totalement ratée, puisque quand cette petite fille n'hallucinait plus, c'est la mère qui a commencé à se remémorer son histoire, donc elle a pris peur et elle a arrêté, elle a retiré son enfant. Donc moi j'ai su, en écoutant comme ça, de manière contrapuntique, pour reprendre encore un terme musical, que justement la mère se remémore, ça devient très douloureux pour elle, quelque chose prend corps, la trace est en train d'être investie, donc potentiellement inscrite, potentiellement effacée. Donc la fille n'a plus besoin d'halluciner le signifiant, la trace fantomatique de la mère. Donc c'est comme ça que je fais ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait dire, un diagnostic dans le français, mais la cure est ratée. Alors mon hypothèse, c'est que chez les tout petits, quand il y a cette trame de l'hallucination ou de l'hallucinatoire,
il y a quelque chose qui se donne à voir ou à entendre qui est en deçà de la parole. C'est du verbal, mais c'est en deçà de la parole. Et alors, c'est de l'ordre, je dirais, du phénomène de l'automatisme mental, qu'il s'agit de deviner, mais le mot deviner, je l'utilise au sens le plus freudien du terme, quand il dit que le transfert se devine. Voilà. Et c'est à ce niveau-là que les tout petits, quand ils sont aux prises avec l'hallucination ou avec l'hallucinatoire, nous convoquent dans le transfert. Donc c'est à nous. Convoque. Dans le transfert. Donc il m'est arrivé je me pose des questions, mais est-ce que c'est hallucinatoire? Est-ce que c'est de l'ordre de l'automatisme mental? Est-ce qu'on est dans quelque chose qui n'est pas inscriptible du tout? Ou comment on peut l'inscrire? Comment on peut faire de ce courant-là une trace promise dans un après-coup? Ou est-ce qu'effectivement on est dans le phénomène élémentaire, au sens le plus classique du terme, qui apparaîtra comme ça peut-être à l'âge adulte? Alors là, j'ai une réponse qui m'est donnée de la clinique de la psychose adulte, puisque chez les enfants, il y a plus de questions que des réponses. Alors, avec des patients psychotiques adultes, il m'est arrivé de les entendre parler de leur phénomène élémentaire, c'est-à-dire du moment où il se souvient, mais qui n'est pas tout à fait un souvenir, de premières émergences de l'automatisme mental à l'âge infantile, et il parlait, les adultes qui parlaient de ce moment-là comme un envahissement au niveau du corps. Et c'est un envahissement au niveau du corps. Ce serait trop long pour que je déplie un cas précis là, mais on voit comment quand ça vient à l'âge adulte, c'est quelque chose de fossilisé. Et la seule prise que nous avons, il me semble, chez les patients adultes, c'est à travers le transfert qu'il faut manier avec une certaine prudence, puisque ça peut aller du côté aussi bien de l'orthomanie, quand on touche ces noyaux très très chauds, ou de la persécution. Donc avec les enfants, c'est très différent, c'est dans le jeu, c'est au détour d'une séquence de séance, quelque chose qui donne à voir ou à entendre, et qu'on a à prendre comme un moment important. C'est à nous de l'instituer comme trace par la suite dans le transfert. Vous avez raison de poser la question comme ça, d'autant plus que c'est le champ le plus controversé de toute la clinique analytique. C'est-à-dire tous les psychiatres, tous les analystes se disputent si les enfants hallucinent ou si les enfants n'hallucinent pas, tous. Oui. Donc la question est insoluble, il faut qu'on écrive la suite. Donc il faut que tu écrives la suite pour ça. Voilà. Parce que l'essentiel de ton livre ne porte pas là-dessus. Alors, non, mais moi je suis d'accord. Non, mais elle va nous écrire un autre livre. De la Pour revenir au titre du livre, la musique par la Je voudrais le départ de la thèse. Moi j'aimerais le départ. Il faut qu'on passe. Quand tu as commencé, tu as parlé de la musique. Tu as parlé de la musique et il m'a semblé que tu n'as pas voulu trop envahir avec la question musicale. Mais elle est centrale. Oui. Hein, tu commences autour de la musique. Tu es musicienne. Et en plus, il paraît que tu es musicienne. Donc, la musique quand même. Plus que La musique l'hallucination. et l'hallucination, l'articulation entre les deux. Déjà la musique, parce que musique et hallucination, ça se complique terriblement, mais je pense que la musique pour moi, c'est aussi fait partie de la langue maternelle, celle qui a été évoquée, celle qui a été maternelle. Maternelle, on pourrait la dire paternelle. Mais parce qu'il n'y a pas de mots. Parce qu'il n'y a pas de mots. Parce qu'il n'y a pas de mots. Parce qu'il n'y a pas de traduction. Vous savez, quand on joue, déjà quand on écoute ou quand on joue, on n'est pas dans la même position, on n'est pas traversé par la musique de la même manière.
Et on n'est pas envahi de la même façon. Donc quand on joue ou quand on écoute. Et je pense qu'on pourrait dire que le point de jonction, c'est le corps. C'est le corps, la question du rythme. La musique, du rythme, mais du rythme au sens de la coupure. Oui, qui remplace la coupure. C'est ça. Pas de la métrique, pas de métronome. Mais c'est la question du rythme et la question du corps. Une bouche de la musique du langage? Je ne sais pas, je ne le dirais pas comme ça. Mais vous savez, quand vous jouez, par exemple, c'est pas en écoutant avec les oreilles, c'est avec le corps que vous savez si vous y êtes ou si vous n'y êtes pas. Quand vous chantez pas en parlant, vous chantez avec le corps. C'est la résonance. Même avec la chair. C'est très physique. Jouer, c'est très, très physique. Dans tous les arts, différemment. C'est physique aussi, mais différemment. C'est pour ça que je dis les positions sont pas... C'est pas symétrique. C'est pas du tout symétrique. Donc, dans la clinique, il y a des moments où on est plus à écouter et des moments où on y va avec le corps. Mais ça fait partie du même processus. J'aime pas les mots, mais on peut le dire comme ça. Alors à propos du silence, j'avais quand même encore une question rentrée, c'était celle du transitivisme. Oui. Parce que finalement, cette 4 Juliette, voilà, il y avait un petit peu cette... voilà, comment on rebondirait là-dessus? Transitivisme maternel. Le transitivisme maternel. Je pensais au transitivisme entre enfants. Comment? Je pensais après le transitivisme au sens du ballon. Là, c'était la question de la transmission directe. Au niveau de la mère et de l'enfant. C'est pas que du silence. Pourquoi vous associez directement les silences? Parce que là elle n'a transmis que de l'angoisse. On ne sait pas si l'angoisse, c'est du côté du silence ou si c'est du côté du... je ne dirais pas comme ça. Dolto disait que quand les enfants avaient besoin du bruit pour s'endormir. Mais je ne sais pas si ce bruit-là, c'est l'antithèse, l'opposé du silence. Oui, mais j'ai fait juste une association, là, on était en train... Parce que quelque chose n'a pas été formulé. Il n'y a pas... le trauma que la mère a subi, elle l'avait dénié. C'est ça. Elle l'avait rejeté. Donc, l'enfant le porte. Et vous avez dit, là, voilà, là, c'est un exemple de transitivisme maternel. Et je me demandais, finalement, si vous aviez pu élucider un peu le mécanisme. Je pense qu'on pourrait, par rapport à ce cas, ce cas précis, tel que la mère a pu parler de son histoire, c'était quelque chose qui n'était pas du tout investi par le refoulement. Investi par le refoulement, c'est-à-dire elle pouvait raconter son histoire, mais à ciel ouvert. C'est pas une femme psychotique du tout. Oui. Et donc, elle racontait quelque chose qui n'était pas encore un souvenir pour elle. C'était pas un souvenir irrigué de mémoire, c'était comme si elle avait vu un film, qu'on lui avait dit que voilà, ça s'est passé dans votre vie. Mais il y avait dans le courant de ce qui pouvait investir cette parole d'affect,
il y avait une coupure de courant, justement. Et c'est ça qui a été irrigué petit à petit dans le lien transférentiel, dans ce qu'elle a pu dire à moi. Elle n'était pas directement ma patiente, puisque ma patiente, c'était la fille. Je me pose la question de l'entendu par l'enfant. L'enfant n'a pas entendu. Oui, voilà. L'enfant n'a pas entendu l'histoire de la mère. Voilà. Ce qui s'est passé, la présence transitiviste, c'était le transfert, et ce que moi j'avais entendu, c'est-à-dire que quelque chose, la parole de la mère, je pense, a été inscrite parce qu'elle me l'avait dite, et que probablement, donc là, il y a le silence, moi je n'ai pas transmis cette histoire à l'enfant, bien évidemment, mais ça a pris sens. Du coup, en écoutant les hallucinations multisensorielles de l'enfant, qui racontait des choses absolument étonnante et effrayante par rapport à ce qu'elle vivait, hein, cette petite fille, quand ça a pris sens pour moi, dans le transfert, tout ça, ça a apaisé l'enfant sans que je dise à l'enfant quoi que ce soit de l'histoire de la mère, puisque je pensais le faire à un moment, par la suite, je me disais, je pensais à la question du choix du matériel de l'hallucination. J'ai tiré un peu l'hypothèse de Freud. Hein. Je pense que je n'ai pas inventé vraiment à ce niveau-là. C'est-à-dire que Freud parle de l'hallucination de la trace verbale. La trace verbale, c'est la trace du préconscient, puisque la trace inconsciente, c'est les représentations des choses. Donc c'est à ce niveau-là que le psychisme prend son épaisseur. C'est à ce niveau-là que le travail, pour reprendre, je trouve que c'est une très belle expression, le travail de l'hallucination, de l'hallucinatoire se fait. Et on pourrait imaginer, on pourrait donner comme exemple clinique la pensée opératoire, par exemple, ou le manque d'affect, un affect blanc, ce serait l'effet d'une atteinte de ce travail-là, qui est le travail de la réactivation de traces du préconscient. Et Freud nous laisse avec une grande question, puisqu'il ne nous dit pas comment il nous dit comment ça passe du préconscient à l'inconscient, et le travail travail hallucinatoire qui se fait en silence, en sourdine, en silence dans le psychisme. Donc là, il n'y a pas des hallucinations, il y a le travail hallucinatoire. Et quand, à ce niveau-là, quelque chose ne peut se faire, ou plutôt, oui, quand le travail ne peut se faire, alors on pourrait dire qu'il y a une sorte de retournement, comme un gant de psychisme, où effectivement, la représentation de choses qui n'ont pas été travaillées par le champ du préconscient, il se projette à l'extérieur. Donc Freud nous dit qu'il n'est pas symbolisé de l'affect, il revient de l'affect. Donc le retour dans le réel de Lacan par la suite. Hein. Donc c'est justement l'échec du travail hallucinatoire qui est à l'origine de l'hallucination, que ce soit de l'hallucination psychotique dans un ciel ouvert ou de l'hallucination plus ordinaire, qui est un mode de traitement du matériel psychique, là où le mode hallucinatoire n'a pas pu, pour une raison ou une autre, écumer la trace. Oui. Voilà.